Loïs qui va nous présenter du coup les théorèmes de convergence pour l'intégration de Monte Carlo. Je suis sûr qu'il a eu beaucoup de temps pour préparer cette présentation. La nuit est longue, la nuit est longue. Je m'excuse par avance, je devrais probablement partir avant la fin de l'exposé puisqu'il faut présenter les yeux du M1 et que moi je dois présenter mon yeux à 13h25 dans mon premier amphi du déambulatoire là-bas. Donc voilà, du coup, je te laisse commencer et puis je suis désolé si je dois partir en cours de J'ai mis le meilleur au début. Donc salut, je vais vous présenter les théorèmes de convergence pour l'intégration de Monte Carlo. Pas particulièrement dans le rendu, mais appliqué en pratique dans le rendu dans l'équipe. Donc je vais vous présenter trois mesures dont on dérive des théorèmes d'intégration. Donc la discrépance, le transport optimal et la MU uniformité. Voilà, donc d'abord je vais commencer par parler un petit peu d'intégration numérique. Donc l'intégration numérique, ça arrive assez souvent qu'on ait des fonctions et qu'on ait envie de calculer leur intégrale sans nécessairement avoir le potentiel de le calculer de façon analytique. Et donc les méthodes numériques classiques viennent évaluer la fonction à un certain point et à partir de ça, soit donc approximer la fonction comme on voit ici par des pavés, des trapèzes ou des morceaux de polynômes de degré 2. Donc on approxime notre fonction en faisant des évaluations de la fonction, et à partir de ça, on est capable d'analytiquement intégrer ces évaluations pour avoir une approximation d'intégrale. Voilà, donc ces méthodes, il y en a des beaucoup plus compliquées que ça, mais ça converge à une certaine vitesse qui est plutôt bonne, mais par contre, on a une extension en 2D, mais dès qu'on commence à monter en dimension, on va avoir besoin d'un nombre exponentiel en la dimension de points, ce qui fait qu'elles ne sont pas vraiment portables en haute dimension. Donc c'est pour ça que les gens se sont intéressés particulièrement à l'intégration de Monte Carlo, donc, qui va venir en fait évaluer la fonction à des positions choisies stochastiquement selon une distribution uniforme et qui en gros va nous permettre de calculer l'intégrale avec une convergence qui va être indépendante donc, de la dimension dans laquelle on intègre et aussi indépendante donc, de la complexité du problème. Par complexité du problème, je veux dire qu'on pourrait vouloir donc, intégrer analytiquement nos fonctions quand c'est possible. Mais en fait, quand on va être donc, par exemple sur une scène de rendu où on va avoir 10 millions de triangles et des BRDF un peu compliqués, même si on arrive à calculer cette version analytique de la scène, on va avoir un coût qui sera immense dans le calcul. Donc voilà, donc, en pratique, donc Monte Carlo par rapport au modèle d'avant, soit même représentation, ça ressemblerait à ça. C'est-à-dire pour chaque point, on va lui donner un potentiel, donc il va être la largeur de ce rectangle, qui va être, et ensuite on va approximer notre fonction donc, par cette somme de rectangles. On va intégrer ça et on va dire que c'est l'intégrale de notre fonction. Donc comme on le voit, on laisse des trous, on fait des superpositions. C'est pas nécessairement toujours très bien. Donc voilà, quand on le regarde en 2D, ça donne ça. Donc là, notre fonction, c'est une gaussienne. Et on a nos points qui sont placés dessus, donc il faut réfléchir à eux comme si c'était un potentiel, donc comme s'il y avait une sorte de disque autour d'eux qui avait leur poids, et on va représenter notre gaussienne par en gros une fonction qui est composée de somme de plateaux à chaque point. Donc on peut aussi avoir des superpositions. Et donc ça converge en grand taux de 1 sur racine de n quand on choisit nos points stochastiquement. Et donc la question c'est, est-ce qu'on est capable de faire mieux que ce genre d'échantillonnage-là? Parce que justement, donc on a ces trous qui sont des manques de potentiel. Par ici, on ne va pas avoir beaucoup de plateaux qui vont considérer ces valeurs de la fonction. Et par contre, on va avoir des tas comme ici, où on va avoir beaucoup plus d'importance de la fonction à cet endroit-là. La racine carrée, c'est toujours la racine carrée ou c'est toujours la racine carrée, indépendamment de la dimension. J'ai vérifié parce que j'ai un très gros doute, c'est juste avant de venir. Donc, est-ce qu'on peut mieux faire? Donc, un petit coup d'instinct. Donc, ici, on a une représentation bruit blanc stochastique en bas et un point set mystère en haut qui est, on va dire, uniforme. Et donc, quand on regarde, surtout quand on commence à augmenter beaucoup le nombre de points, sur le bruit blanc stochastique, c'est toujours facile de trouver des endroits où on va se dire, bah, ici, on a un manque de points, on a un trou blanc, ou d'autres endroits où on a l'état. Alors que sur notre point set un peu plus uniforme en haut, on se rend compte que c'est beaucoup plus difficile de trouver un endroit où on dit, là, il y a vraiment moins de points qu'ailleurs. Donc on va avoir ce concept d'un peu plus d'uniformité, on va se dire peut-être que ça intègre mieux. Voilà. Donc pour mesurer ça, on introduit des mesures d'uniformité. La première dont je vais vous parler, ça va être la discrépance. Donc, la discrépance, c'est une mesure qui est très utilisée en rendu, parce que historiquement, elle a des propriétés dont je parlerai plus tard qui sont super cool. Et en pratique, ça va être quoi? Ça va être mesurer une différence entre notre réalisation, donc nos points, on a tiré uniformément, ici 8 points, et la distribution
sur laquelle on l'a tiré. Donc ici, la distribution uniforme. Donc pour mesurer cette différence, ce qu'on se propose de faire, c'est pour prendre n'importe quel patatoïde convexe, on va prendre un patatoïde, on va regarder est-ce que le nombre de points qui sont dans ce patatoïde correspondent au nombre de points que j'attendais dedans. Donc là, ce patatoïde, il fait 1/8 de la taille de mon domaine. De quoi? C'est toujours convexe pour la discrépance. Parce que sinon, je peux te faire un non convexe qui prend tout le domaine, sauf pile poil les points. Et ça fait que tu as une discrépance qui est toujours maximale. Si tu fais la moyenne sur tous les. Mais c'est pas la moyenne. Ça va s'afficher ici dans pas longtemps. Mais en gros, on va chercher le pire patatoïde possible. Okay. Donc là, j'ai mon premier patatoïde vert avec 1/8 de l'espace et un point dedans, donc c'est bon. Ensuite, j'ai mon patatoïde bleu avec 1/4 de l'espace et 3 points dedans, donc là, on a une petite erreur de discrépance. Et ensuite, le patatoïde orange qui a donc aussi 1/4 du domaine et qui a qu'un seul point dedans. Donc là, on va avoir la même erreur de discrépance, mais dans l'autre sens. On pourrait venir prendre un patatoïde ici qui ferait le même volume et qui n'aurait aucun point dedans, et qui aurait une forte erreur de discrépance. Et c'est justement ce qu'on va venir faire si on veut calculer la discrépance, qui va être le pire patatoïde possible, nous donnant la plus grosse erreur entre le nombre de points attendus à l'intérieur du patatoïde et le nombre de points réellement dedans. Le problème, c'est que un patatoïde, c'est difficile à manipuler, c'est comment on représente ça pratiquement. Et donc, ce qui a été proposé, c'est de faire de la discrépance sur des boîtes à la place, donc alignées aux axes. Parce qu'une boîte, ça peut être représenté, donc ici, J, X, Y, ce sera la boîte qui va du point X au point Y, avec X son point inférieur et Y son point supérieur. Donc là, pareil, on peut mesurer pour chaque boîte, trouver l'erreur de discrépance dans chaque boîte, et venir chercher la pire boîte qui va nous donner donc, la valeur de la discrépance. Donc voilà, le problème c'est que donc là on est toujours sur un problème avec donc, 2 points pour définir les boîtes, ça fait un nombre exponentiel de boîtes beaucoup trop élevé. Donc on va essayer de réduire la complexité du problème, et donc on va se dire qu'on va se limiter à une discrépance où on a des boîtes qui sont accrochées au point. Donc toutes les boîtes ont un point en 0 et l'autre point qui est donc, défini selon la boîte. Ça s'appelle la discrépance star. Et donc voilà, et malgré ce qu'on pourrait croire qu'on favorise la discrépance mesurée dans le point inférieur gauche, en pratique, ça va être équivalent à la mesure de discrépance à un facteur constant à dimension fixe. Donc voilà. Mais même ça reste un problème qui, si on veut trouver le maximum dans cet espace des boîtes, ça va être un problème qui, combinatorialement, va être exponentiel à calculer. Donc ce qu'on se propose, c'est au lieu de chercher la pire boîte possible, on va approximer donc, par la norme L2 de notre erreur de discrépance. Donc si on regarde ici, ça, c'est toujours notre discrépance pour une seule boîte. D'accord ? Et on va venir faire l'intégrale pour toutes les boîtes de cette discrépance au carré. En fait, c'est la racine de ça, donc c'est une norme L2 sur notre ensemble de boîtes. Et donc, cette mesure-là, qui s'appelle donc discrépance L2, va avoir une formule close qui est écrite ici. Et tout ce qu'il faut retenir, c'est qu'en pratique, ça se calcule naïvement en n carré fois d, parce qu'on a somme de n, somme de n, somme de p, enfin, produit de d. Et de façon non naïve, en utilisant de la programmation dynamique, on peut trouver un algorithme en n log n puissance t, voilà, qui est ce qui est utilisé actuellement pour tous les calculs de discrépance. Voilà. Donc maintenant qu'on est capable de calculer la discrépance, on va regarder un petit peu qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue point set. Donc en haut à gauche, on a toujours notre prévalence stochastique qui va donner une discrépance comme on s'y attendait, pas très bonne, qui est la courbe foncée en haut. Et ensuite, à côté, on a donc une méthode qui a été utilisée aussi aux naissances de Monte Carlo en même temps que le bruit blanc, donc dans les années 40 sur le projet Manhattan. C'est l'échantillonnage stratifié, c'est-à-dire on va venir casser notre espace en cellules, donc en petits carrés, et dans chaque carré, on va tirer un point. Comme ça, on se dit, d'une certaine façon, on a nos points qui sont bien répartis. Voilà. Et donc ce stratifié-là, ben, en effet, on voit que notre discrépance est meilleure pour ce point set-là, donc c'est la courbe rouge. Voilà, bon. Ensuite, on avait à la même époque donc, les disques de poisson qui disaient ben, pour avoir une bonne répartition de points, il faut juste que les points ne soient pas trop proches les uns des autres. D'accord ? C'est ce qui a donné l'intuition après de passer à du transport optimal, qui en plus de dire il ne faut pas qu'il soit trop proche, ils disent aussi qu'il ne faut pas qu'il soit trop loin. On ne veut pas de trou, on ne veut pas de surconcentration. Donc ici on a un point set qui minimise le transport optimal
vers la distribution uniforme, et ça donne un bruit bleu, donc qui est très pleasing visuellement, et qui nous donne donc une discrépance qui est en gris ici, donc qui en fait a un offset de meilleur que le stratifié, mais qui ne va pas avoir une convergence la meilleure qu'on peut avoir. Et par contre, de façon inattendue, on a donc en bas à gauche Sobol, qui est une distribution où on voit des trous, on voit des tas, et pourtant on va avoir la meilleure discrépance qui peut être atteinte, qui va être atteinte sur ce point set là. Et ce côté un peu non naturel de pourquoi ça marche aussi bien, c'est ce qui a fait qu'il y avait autant d'engouement à l'époque sur la discrépance dans la communauté. Il y a une preuve que ce bol fait la meilleure discrépance possible? Ouais, c'est... preuve, c'est... J'en parle juste après, mais en gros, on a une conjecture en haute dimension et on a la preuve en dimension inférieure à 2. Que c'est inférieure à 2. Enfin, inférieure ou égale à 2. Oui. Ça c'est dans le cas de la discrépance L2, pas de la discrépance générale. Si, c'est dans le cas de la discrépance générale. Ok. Enfin, de la star discrepancy. Ah oui, la star, oui. Mais qui, enfin, c'est pas la star, c'est juste le pire cube au coin, qui est équivalent à une constante près à la discrépance normale. Donc en fait, ça nous donne aussi une borne sur la discrépance normale. Ah, d'accord. Okay. Et la borne dépend de la dimension. Ici, en bas, là, j'ai discrépance star, qui borne la discrépance normale. Il y a quand même un facteur exponentiel dans la dimension. Ouais. Mais enfin, quand on étudie dans une dimension fixée, c'est une classe qu'on fait dans les CP. Voilà. Donc la raison pour laquelle les gens aussi aiment bien la discrépance, c'est qu'on est capable de lier ça à notre erreur d'intégration de rang. C'est le théorème de Cosma-Lafka, qui a été étudié parallèlement par Cosma et Lafka, qui ont chacun leur papier et qui après, post-factuellement, on a fusionné leurs rangs et j'utilise ce beau théorème. Voilà. Et donc qui nous dit que notre erreur d'intégration, donc on a ici c'est notre intégrale exacte et ça c'est notre estimation, elle va être bornée par la variation de la fonction qu'on intègre fois la discrépance de notre point set. Voilà. Donc sachant qu'on va se dire on travaille sur une fonction fixée, juste on fait augmenter le nombre de points dans notre point set. Quand on va augmenter le nombre de points, l'erreur d'intégration va se comporter comme au pire va se comporter comme la discrépance de notre point set. D'accord ? Et donc ça, c'est montrer que c'est la meilleure forme possible d'une erreur d'intégration par la discrépance, parce qu'il existe une fonction qui fait que cette borne c'est une égalité. Donc il y a des fonctions où la variation fois la discrépance fois l'erreur d'intégration. Voilà. Et donc là, comme on en a parlé juste avant, on a cette conjecture de la meilleure discrépance possible, enfin le meilleur comportement de discrépance, qui est donc un grand taux de log n puissance d-1 sur n. Et donc ça, cette conjecture, elle a été prouvée en t inférieur ou égal à 2, et elle est très fortement crue pour les dimensions plus hautes. Donc, voilà. Donc dans ce théorème, juste avant, on a cette variation qui est quelque chose dont on n'a pas encore parlé, et qui va définir sur quelle classe de fonction notre théorème peut s'appliquer. Donc en pratique, il va falloir que cette variation soit bornée. Si la variation tend vers l'infini, on n'a pas de théorème ici. Pardon, excusez-moi. Tu peux revenir sur le d star CO de log n puissance d-1 sur n pour toute fonction, pour tout sampling. Oui, non. En fait, je voulais mettre un inférieur ou égal, mais c'est le meilleur des stars possible. Ah, d'accord. Mais c'est pour ça que c'est égal à grand O, en fait. Ça pourrait être pire. Okay. Mais au mieux c'est ça. D'accord. Oui, c'est pas un oméga. Donc, voilà, donc cette variation, la variation communément utilisée, c'est la variation au sens Hardy-Cross, qui s'écrit comme ça. Donc ici on a delta qui va être la somme alternée des fonctions au sommet de J. J c'est toujours des boîtes carrées, faire la même notation. Et donc somme alternée, ça veut dire on prend un sommet, on fait la fonction, moins la fonction au sommet suivant, plus la fonction au sommet suivant, moins la fonction au sommet suivant. Voilà, j'ai un dessin juste après pour expliquer. Et donc en gros on va chercher à faire une série de boîtes qui sont connectées dans leur point supérieur et qui donc vont toujours aller croissant dans notre espace d'intégration. Et sur cette série de boîtes, on va essayer de maximiser justement cette somme alternée. Et ça nous donne la variation. Donc c'est représenté ici. Donc en rouge, on a les sommets qui sont toujours plus grands les uns que les autres, composante à composante. On a nos petites boîtes représentées en bleu et on a ce qu'on va essayer de trouver de façon à maximiser la somme des sommes alternées sur les boîtes. C'est ce P qui va...
Donc ici, en gros, cet exemple, il est là pour exprimer que la variation de Hardy-Cross, même si en 1D, elle contient les discontinuités, en plus grand que ND, ça ne contient pas les discontinuités, qui est quelque chose qui n'était pas étudié jusqu'à très récemment. Parce que ici, donc on a ces boîtes. Cette boîte ici, elle a un point à 0. Donc quand on va faire la somme alternée, on va faire 1, moins 0, plus 1, moins 1. Donc la boîte, peu importe sa taille, elle va avoir une contribution de 1. Et donc on peut prendre un P de façon à prendre des boîtes qui sont infinitésimalement petites, mais qui ont chacune juste un sommet d'un côté de la discontinuité et 3 sommets de l'autre côté de la discontinuité. Et de cette façon-là, on peut avoir un nombre infini de boîtes qui ont chacun une contribution 1 à la somme. Et donc on peut avoir une variation infinie sur une discontinuité. Voilà, donc si vous faites un peu attention, si la discontinuité était le long de l'autre diagonale, en fait elle serait la variation bordée. Parce que comme nos petites boîtes, on est obligé de les faire de plus en plus croissantes, on ne peut pas construire le long de l'autre diagonale un ensemble de boîtes qui est infinitésimalement alterne. Voilà. Donc, si c'est pas une droite, ça fait pas le... Ouais, si c'est pas une droite, en fait, à partir du moment où on a la tangente qui est croissante, enfin qui est en haut à droite de notre base d'intégration, on va pouvoir faire un nombre infinitésimal. Mais pour tout le reste, si tant qu'on se arrête comme ça passe. Mais voilà. Mais bon, de toute façon, au pire, si on a notre fonction et qu'on la tourne, on va avoir les mêmes problèmes, les faire disparaître. Donc, on a Brandolini et ses collègues, des Italiens, qui en 2013 ont donné une nouvelle définition de la variation, construite spécifiquement dans le but d'être appliquée dans un Cosmolab. Donc c'est cette fonction-là qui conceptuellement va pas représente toujours une variation, mais qui par contre est non usuelle pour l'instant. C'est-à-dire que ce n'est pas encore quelque chose qui a été manipulé par tout le monde, donc on n'a pas encore toutes les propriétés, même si on devrait pouvoir les retrouver, vu que ça représente une variation, qu'on pourrait attendre d'une variation. On sait juste que c'est borné même pour les fonctions discontinues, et discontinues à variation finie. Donc si on a 1 sur x, ça ne va pas être borné, ça monte à l'infini. Voilà. Et donc ça permet de remplacer V dans la borne de Cosmolab et avoir donc une borne d'intégration avec la discrépance qui prend en compte les fonctions discontinues. Voilà. Donc après, une autre question intéressante, c'est maintenant on sait qu'on a une discrépance, donc il y a une mesure qui nous permet de borner l'intégration. Et on va se dire, est-ce qu'on arrive à créer des points qui vont minimiser cette mesure de qualité? Et donc en pratique, oui, on va créer des points donc, sous forme de séquence. C'est-à-dire la séquence est une propriété très intéressante en rendu. On va avoir par exemple 1024 points, et une fois qu'on a fait nos 1024 points, on se rend compte que notre intégrale n'est pas assez convergée. Et on va vouloir venir l'enrichir avec 1024 nouveaux points. Dans le cas d'un point set optimisé, par exemple un poisson, nos points précédents, on n'a aucun moyen de les remettre en rapport aux nouveaux points qu'on va rajouter. Et donc, alors que dans une séquence, justement, on va pouvoir venir rajouter 1024 points de plus, donc garder l'intégration qu'on a déjà faite, et tout en conservant nos propriétés ici de discrépance de ces points rajoutés. Donc voilà, donc, en plus, ces méthodes de séquence, elles atteignent donc, la meilleure discrépance théorique dont on a discuté avant. Et voilà. Et donc il y en a différentes qu'on peut regarder. Donc il y a Sobol qui est le plus utilisé parce que ça monte facilement en dimension par rapport aux autres. Donc, on voit le beau pattern dessus. On retrouve pas sur les photos. Voilà. Et donc justement, parlant de Sobol qui monte en dimension, on va regarder notre discrépance. Est-ce que c'est une mesure qui veut dire quelque chose en vrai? Donc ici, ce que je vous affiche, donc, en noir et orange, ça va être la 19e et 20e dimension d'un Sobol en 20D. D'accord? Et en bleu et vert, ça va être la première et deuxième dimension. Et en fait, on va voir que dans les deux premières dimensions, on a une bonne discrépance, parce que c'est un Sobol correct, comme on s'attendait. Et dans ces 20e dimensions, on voit au début que notre discrépance, elle fait un saut bizarre, et même après, elle reste plutôt sale. Et donc, ce qu'on se dit, c'est, tiens, est-ce que cette discrépance-là, ça veut dire quelque chose sur le point set, ou est-ce qu'au final, notre point set, il est quand même bon, c'est juste qu'on est dans un cas dégénéré de discrépance. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va regarder pour 128 points, à quoi ressemblent les point sets. Et donc on a ça. À gauche, on a le Sobol, donc première et deuxième dimension, et à droite, on a Sobol 19e et 20e dimension de Sobol. Et dit que Sobol, on ne pouvait pas faire mieux? Ouais, on ne peut pas faire mieux. Pas mieux que celui de droite, par exemple?
De quoi? C'est Bah, pas mieux que celui de droite, bah, si Si le on gauche, veut à droite, c'est bon bien à gauche. C'est pas qu'on peut pas faire mieux, c'est que asymptotiquement, il va venir beaucoup. c'est ça. Asymptotiquement, on sait que ça va se comporter. Non, il y a encore un Et détail. il y a des détails sur justement la façon dont tu choisis tes initialisations. C'est asymptotiquement avec une certaine. C'est, Non, surtout que tu explores juste deux projections. Ouais, là, c'est deux Et projections. tu as dans l'espace 20-dimensionnel, ça ne veut pas dire grand-chose par rapport à l'uniformité d'un 20D, n'est-ce pas? Ouais, mais est-ce Les que t'as le projections droit de sont mauvaises. prendre Les deux dernières dimensions, 19 et 20. Ouais, tu as le droit de prendre 19 et 20 et de dire c'est un Sobol 2D. Et tu dis, ça c'est un Sobol 2D et c'est ça. c'est tout. Et ça Là, Et là tu c'est peux clair dire- que certaines dimensions sont mal initialisées. Justement, ça c'est une des particularités de Ouais. Sobol qui est exploitée récemment, mais qui justement, tout le monde utilise la table de Jericho qui a été optimisée pour avoir justement des bonnes initialisations, mais pas selon un critère fait pour l'intégration. Et donc justement, là, 18-19, c'est des initialisations qui sont censées être bonnes d'après leurs critères, mais qui en pratique, quand on va regarder le point set donné, c'est pas quelque chose qu'on va vouloir utiliser. Il y a un article qui décrit Et donc, leurs critères. Leur critère, c'est le critère de qualité qui est T. Quelle partition diadique sera d'une façon garantie remplie de nombre égal de points. Et en augmentant la dimension, ce critère T devient de moins en moins bon. Et là, c'est un exemple flagrant quand c'est le pire des cas. Donc, ils ont optimisé par rapport au critère T, mais peut-être ils n'ont pas vérifié comme Loïs vient de le faire. Ils ont dit que coupé en deux, tu as autant de points en haut et en bas. Ouais. Coupé en deux là, tu as autant de points à droite et à gauche. Ils ont dit c'est un bon point set. En fait, ce qui m'étonne, c'est que tu dis que donc pour tout Sobol, a priori, toute séquence de Sobol, comme celle de droite y compris, Ouais. qui est un Sobol valide en 2D, Ouais. on ne peut pas faire mieux en termes de discrépance. On peut, De évidemment. de Oui. façon asymptotique. Asymptotiquement. D'accord, uniquement. C'est asymptotiquement uniquement. Mais pour les distributions concrètes, non pas seulement on peut faire mieux, mais on doit faire mieux. Jericho ne savait rien d'infographie. Oui. En infographie, on va utiliser les paires de dimensions d'une façon sûre. C'est pour ça que Loïs il explore les projections 2 à 2. Déjà, la visualisation, tu vois immédiatement, mais aussi c'est très sensé par rapport à l'usage, n'est-ce pas? Évidemment, si tu prends pour échantillonner une lampe, ces deux dimensions à droite, tu seras mal barré. C'est une lampe qui fait Bah, trois- même- Si tu prends l'âme en continuant C'est les un- points, petit à petit, ça va se compléter aussi. Ouais. Ça veut dire que c'est À Oui. 256, ça va se compléter, mais si on regarde le graphe, Mais après, genre sur- là, sur Bah, le- sur le- ici, le comportement. on est re sur quelque chose de complet, mais là, on va re-empirer. Tu trouveras toujours Et- un nombre d'échantillons où il y aura ces trous-là. C'est ça, et en gros, Ouais. ça c'est une propriété qui va se perdurer. On a Non. trouvé aussi, mais ça c'est plus haute dimension, genre 80, c'est 87, 88, où à la fin on a juste l'impression que Oui. ça ne s'améliore plus. Et on perd complètement cette descente et symptotiquement on a l'impression que juste. Donc, juste pour ouvrir une parenthèse, on envisage avec Loïs explorer ça d'une façon plus systématique pour l'usage en infographie, c'est-à-dire que trouver les paramètres d'initialisation qui donneraient pour certains, pour tous les paires, une distribution meilleure possible, et aussi regarder pas seulement les paires consécutives, mais aussi entre d'autres projections. Voilà. Enfin, d'autres paires. Ok. Et fermer la parenthèse. Non, non, Voilà. Donc, conclusion sur la discrépance. Donc, la discrépance, c'est une mesure qui est très appréciée dans la communauté parce qu'elle est calculable facilement sur n'importe quel point set. Elle est minimisable avec des séquences qui ont des bonnes propriétés à côté liées. Propriétés de séquence, propriétés de projection aussi, qui sont très pratiques en rendu parce qu'en rendu, certes, on échantillonne en 20D, mais à chaque rebond, on va échantillonner une hémisphère. Donc, on a envie aussi que juste nos échantillons sur l'hémisphère soient bons. Et voilà. Mais par contre, on a des désavantages qui sont que la mesure est non isotrophe. Parce que comme j'ai dit au début, on est sur des boîtes alignées aux axes. Et donc ça peut faire des biais dans la mesure qui ont été qui sont plutôt illustrés dans la communauté. Donc on peut juste prendre un point set, le tourner légèrement et se retrouver avec une discrépance désastreuse ou une bien meilleure discrépance. Voilà. Et en plus, comme on l'a vu juste avant, donc, il y a des défauts qui ne sont pas encore explorés et recensés dans les séquences les plus utilisées, qui minimisent la discrépance. Donc ça c'est un breather,
C'est pour prendre 15 secondes pour vider sa tête avant de passer à autre chose et vraiment réussir. Pas perdre l'attention en 1 heure de présentation. Je ne sais pas si quelqu'un a suivi une présentation de Glassner à SIGGRAPH. Et il y avait une excellente présentation avec ces breaks qui permet justement. Hein? Ça a été débattu. Intelligence, Tu as beaucoup apprécié, ouais, tu n'as pas apprécié. deep learning. Non, mais c'était très basique. C'était introductif. Ouais. Je me souviens d'un autre keynote qui lui a fait une présentation de 2 heures et qui a dit, alors statistiquement il était prouvé qu'un être humain est capable d'absorber tant de bits par seconde. Et donc du coup, sa présentation, il avait dit que si on considère ça comme des images en pixels, tu peux manger tant de séries par seconde, et donc il avait calculé le nombre de séries comme ça. Et le rythme était assez lourd quand même sur la présentation. Oui, ceci étant dit, il y avait une autre étude plus sérieuse de courbe d'attention qui montre que l'attention a la tendance de se maintenir un certain temps et après baisse dramatiquement. Et là, justement, ça permet, ça permet de remonter la courbe, redresser la courbe. Distribuer du bonbon sinon. C'est ça, c'est de donner du café et du sucre. Voilà. Donc maintenant, je vais vous parler d'une nouvelle mesure d'uniformité, donc le transport optimal. Donc l'idée du transport optimal utilisant cette mesure d'uniformité, ça va être de mesurer de façon plus intuitive qu'est-ce que ça veut dire être uniforme. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails du transport optimal, on a fait un cours dessus il y a 3 semaines qui est toujours accessible sur le site Origami. Si vous voulez lire dessus, il y a plein de détails sur comment calculer le transport, comment l'optimiser, etc. Là, je vais juste expliquer donc, pourquoi, pour nous, ce serait une bonne idée d'un point de vue uniformité. Donc déjà, on avait au début ce concept de chaque point a un potentiel, en fait, qui va être représenté donc, par un plateau en 1D, aussi des volumes en plus haute dimension. Et ce qu'on va vouloir faire, c'est essayer de répartir ces points de façon à ce que ces potentiels de points ne se superposent pas, qu'on n'ait pas de trop gros trous de potentiel dans notre évaluation de la fonction et pas de trop grosses superpositions de potentiel. Voilà. Et donc le transport optimal, c'est une façon de mesurer justement que chaque point va être proche de l'endroit où son potentiel peut s'étendre le plus longtemps possible. Voilà. Donc, petite définition donc, du transport optimal sous la formulation de Monge. Donc le transport optimal, ça va être trouver T, un plan de transport, de façon à associer à chaque point X, donc dans notre cas de la distribution continue, de lui attribuer donc un Tx qui sera un point de notre distribution, de notre réalisation. Donc voilà, et ça va être essayer de minimiser donc, ce coût de transport de chaque point vers le point qu'on lui attribue dans la distribution. Donc voilà, c'est du transport optimal. On a un super cours par HHLP 2019 disponible sur origami.iris, tout ça. Voilà. Donc ensuite, donc cette mesure de transport optimal, elle se calcule plutôt bien en 2D, 3D. En plus haute dimension, ça va devenir plus coûteux à calculer. Et donc, comme pour la discrépance, ce qu'on se propose, c'est d'avoir une approximation du transport optimal qui va avoir une mesure équivalente et qui se calculera plus facilement. Donc, je ne vais pas vous demander non plus trop interpréter ça, c'est du transport optimal projectif. Donc, on fait des projections 1D, on fait du transport optimal 1D, on rétroprojectionne et ça marche bien. Voilà, donc c'est aussi présent, il y a une quinzaine de slides dans le cours de transport optimal qui sont plutôt détaillés avec des schémas, avec des explications pour comprendre comment le calculer, qu'est-ce que ça représente et comment le minimiser. Voilà. Et donc, ce qui nous intéresse vraiment dans le transport optimal, c'est est-ce qu'on est capable de dire donc, cette mesure d'uniformité qui instinctivement a l'air de ressembler à ce que nous on voudrait, est-ce que ça nous donne des bornes sur notre intégration de Monte Carlo? Et donc, la borne d'intégration, elle vient de la formulation, donc, le transport optimal a plein de formulations différentes, très intéressantes. Et ça vient de la formulation de Kantorovich-Rubinstein, qui dit que trouver le transport optimal entre deux distributions, ça va être trouver la fonction Lipschitz qui maximise la différence entre l'intégration de f selon la première distribution moins l'intégration de f selon la deuxième distribution. Voilà. Donc, cette formulation-là, elle nous permet de déduire donc, une borne qui est que si on trouve la pire fonction qui maximise l'erreur d'intégration, c'est-à-dire que notre erreur d'intégration va toujours être plus petite que notre transport optimal. Donc fois le coefficient Lipschitz, parce qu'en gros dans la formulation c'est f qui doit être 1 Lipschitz, mais en pratique une fonction qui est 3 Lipschitz, on la divise par 3, elle devient 1 Lipschitz. Et donc on a juste divisé par 3 qui se retrouve dans la. Voilà.
Et donc ça, c'est pour le cas de deux distributions continues, mais dans notre cas, nous, d'intégration, on a une distribution continue, qui est la distribution uniforme, et une réalisation, qui est juste une distribution discrète. Et donc ça donne cette expression-là, avec l'intégrale de f, moins notre estimateur de Monte-Carlo, qui est plus petit que le transport optimal. Donc le transport optimal nous permet d'avoir une borne sur notre intégration de Monte-Carlo. Et ce terme-là, du coup, f implicit, là, je n'ai pas complètement capté ce qu'il représente, mais du coup, il dépend de la En gros, il représente la norme du gradient la plus forte dans la fonction. Alors, donc du coup, sur une fonction discontinue, Ça ne marche pas sur la fonction discontinue. C'est pour ça que, ouais, j'allais dire que les fonctions Lipschitz, ce sont donc des fonctions qui sont continues, et c'est une classe de fonctions qui est beaucoup plus restreinte que ce qu'on avait avec la discrépance, et surtout dans le cas du rendu, on est très souvent en présence de discontinuité, de problèmes de visibilité. Et donc pour ça, on n'a pas encore la théorie derrière pour étendre. Et voilà. Donc le transport optimal, c'est une énergie où pour chaque point, on va pouvoir venir calculer le gradient de l'énergie à ce point. Donc vers où déplacer ce point pour réduire localement le coût de transport optimal. Donc avec une simple descente de gradient, on va pouvoir venir prendre des points et les optimiser petit à petit, itérativement, comme pour un Lloyd, de façon à minimiser le coût de transport optimal. Et donc ici, sur la gauche, on voit donc un point set qui minimise le vrai transport optimal. Donc, sur la droite, on voit donc un point set qui est fait par David, Nicolas, Victor et Jean-Claude et moi, sur justement où on fait du transport optimal slice. Donc, on peut voir une belle déformation dessus qui vient du fait qu'on travaille sur des boules et pour des raisons de projection, et qu'après on remappe sur des carrés. Mais par contre, dans le concept du transport optimal, c'est qu'on va venir placer autour de chaque point une cellule qui va représenter son potentiel, et qui va avoir, et le but c'est que ces cellules aient toutes un volume équivalent. Et en fait, quand notre mapping de la boule vers le cube va respecter cette propriété de volume, et donc les cellules qu'on va replacer autour de ces points vont conserver ce volume équivalent. Donc on espère, on n'a aucune preuve théorique là-dessus, mais d'un point de vue intuitif, on n'a pas de destruction trop forte des propriétés de transport optimal. Et d'un point de vue empirique, quand on fait nos cours d'intégration, on se comporte plutôt bien. Aussi. Par rapport à Binote et le fait que ça minimise le transport optimal, dans Binote, il y a une partie où tu casses un peu l'algorithme. C'est ça. Parce que normalement, là, tu devrais avoir des patterns réguliers si tu minimisais. C'est ça. C'est en gros, en 2D, minimiser le transport optimal, ça fait une grille régulière hexagonale, donc, comme une ruche. Et en fait, d'un point de vue rendu ou d'un point de vue intégration, on a des problèmes d'aliasing qui rentrent en compte quand on a trop de régularité. Ça, c'est tout un autre problème. C'est d'un point de vue intégration, on n'a pas une erreur pire, mais par contre, on va avoir un pattern d'interférence qui va venir dominer le signal qu'on intègre. Et donc, la plupart du temps, on a envie, surtout en rendu, d'éviter les structures régulières. Et du coup, du point de vue théorique, cet aspect perceptuel, il n'est pas mesuré par les normes dont on parle là. Non, ça, c'est pas du tout mesuré. Et, voilà. Et surtout, donc ça c'est un problème donc pour le transport optimal 2D et 3D, on sait qu'on a une structure régulière qui minimise. Par contre, en plus haute dimension, la supposition c'est qu'il n'y a pas de structure régulière qui minimise le transport, et que c'est un arrangement non régulier. Et donc on n'aurait plus besoin justement de ce terme de régularisation qui essaie de casser la régularité. Donc en conclusion sur le transport optimal, ses avantages, c'est que c'est une mesure qui ressemble beaucoup à l'idée intuitive qu'on se fait de l'uniformité, et qu'en plus, de base, à l'intérieur de notre représentation de borne, on a le concept d'échantillonnage préférentiel. Parce que donc, quand on avait notre théorème ici, avec une mesure mu et une mesure nu, si on prend mu non uniforme, on va pouvoir avoir le même théorème ici qui va venir se mettre sur une distribution non uniforme. Pardon, pas de spoil. Désavantage du transport optimal, c'est que par contre c'est plus coûteux que la discrépance à optimiser. Et les classes de fonctions sur lesquelles on va travailler d'un point de vue théorème d'intégration sont plus restreintes. On va pouvoir juste avoir des bornes sur les fonctions Lipschitz qui, comme l'a dit Vincent, ne comprennent pas les discontinuités. Et donc ce qui nous reste à faire, nous, d'un point de vue, ce qu'on va faire dans les semaines, mois qui viennent, c'est essayer de trouver
sur un ensemble de points qui minimise le transport optimal, à quelle vitesse le transport optimal décroît, pour voir si justement cette borne qu'on a pourrait être comparée à la borne que les gens ont sur la discrépance, qui est que la discrépance donc, diminue en log n puissance d sur n. Et est-ce que le transport optimal diminuerait en quelque chose qui a une vitesse similaire, ou est-ce qu'on aurait juste des bornes qui de toute façon seraient moins puissantes dans le meilleur cas, et donc ne pourraient pas nous servir aussi fortement. Donc petit bruitage. T'as vraiment trouvé une collection de photos avec des petits canards en plastique? Non, il faut les faire soi-même. J'ai trouvé des collections de photos sans canards, et on rajoute des canards. Un réseau de neurones pour faire ça? Voilà, le but est atteint de la cour. Voilà. Désolé. Et donc, maintenant, je vais vous parler de la MU uniformité. Donc, la MU uniformité, contrairement aux deux mesures précédentes, c'est un critère. C'est-à-dire c'est quelque chose de binaire. C'est on est MU uniforme ou on ne l'est pas. C'est pas une quantité d'uniformité mesurée. Et donc, le concept, c'est quelque chose qui est plutôt proche de la discrépance initiale. C'est on va venir prendre n'importe quel sous-ensemble. Donc ici, j'ai pris 3 carrés de notre espace d'intégration. Donc on aurait pu prendre un patatoïde quelconque, ou même prendre un sous-ensemble non convexe, prendre un morceau ici et un morceau ici. Et on va dire dans chacun de nos sous-ensembles, est-ce que le nombre de points constatés correspond au nombre de points attendus? Donc est-ce qu'on a égalité entre, donc ici on a 1/16e de notre domaine, et est-ce qu'on a 1/16e des points? Donc là en pratique on a 1/16e dans celui-là, un quart là-dedans, et on a la totalité de notre carré englobé. Si on avait un point set légèrement différent, ce point set-là ne serait pas MU uniforme pour un M représenté par ces carrés-là. Par contre, je pourrais venir dessiner ici, exclure ça, venir reprendre un peu de vide ici. Ce serait toujours des formes acceptables, non convexes, mais tant pis, et on serait re-MU uniforme. Donc, en pratique, n'importe quel point set peut être MU uniforme si on choisit bien le M. On peut toujours dire, pour chaque point, on va prendre un petit morceau du point plus un espace vide qui correspond au reste du potentiel, et on va avoir notre MU uniformité. Donc c'est une propriété qui, comme ça, n'a pas l'air très puissante. Donc d'un point de vue formel, ça se définit comme ça, donc avec un espace de probabilité et avec notre grand M qui va être un sous-ensemble de ces sous-ensembles de l'espace de probabilité. Et voilà, on va venir comparer, est-ce qu'on a autant de points dans chacun de nos sous-ensembles que ce qui est attendu d'après la mesure mu. Donc, voilà. Donc le côté intéressant de cette définition, c'est qu'on a une borne d'intégration qui dérive de ça. Et c'est là que le choix justement de notre M va rentrer en compte. Ou si on a triché et on a pris des sous-ensembles très discontinus dispatchés partout pour essayer d'avoir notre uniformité, on va le voir ici. Donc le théorème, il dit ça, il dit que la borne de notre erreur d'intégration, notre erreur d'intégration est bornée par la moyenne de la variation de la fonction sur chacune des cellules qu'on a considérées. Donc, ce qui veut dire que quand on a une cellule donc, qui est un petit patch local, on va avoir une variation donc, qui est très locale de notre fonction dessus. Et donc on va avoir, quand la taille de notre cellule diminue, on va avoir une borne qui justement va diminuer. Parce qu'on va dire, nos cellules, elles vont être de plus en plus petites, comme elles sont toutes par exemple convexes. Ben si notre fonction est Lipschitz, on va avoir quelque chose qui va diminuer à la même vitesse que la fonction. Par contre, si on commence à prendre des choses discontinues, qu'on a des points de chaque côté de la fonction, là, on n'a pas vraiment de moyen de savoir comment ça diminue. Parce qu'on a beau dire nos cellules diminuent, ben, si là on a le haut de la fonction, là on a le bas de la fonction, et qu'on a des morceaux de la cellule dans les deux côtés, on ne va jamais diminuer notre borne. Donc c'est vraiment des théorèmes très subtils à manipuler. Et ensuite, on a une version plus faible du théorème, mais plus facile à appliquer, qui dit qu'au lieu de regarder le comportement moyen sur toutes les cellules, on peut juste donc, mesurer D, le diamètre de la plus grande cellule, enfin le plus grand diamètre des cellules de notre ensemble, et à partir de ça, dire ben, on va juste regarder la variation maximum de notre fonction sur ce diamètre-là. C'est-à-dire, on va prendre la plus grande cellule, on va dire ben, au plus nos points sont espacés comme ça, donc sur notre fonction, la plus grande variation possible, ben, c'est au pire sur cette écart. Donc voilà. Donc, pour un petit exemple de comment ça s'applique, on va le faire sur stratifier. Donc stratifier, c'est on coupe en une grille carrée et on tire dans chaque case un point. Donc par définition, c'est MU uniforme, où on prend M, l'ensemble des cellules carrées. Et donc ici, on va avoir un diamètre donc, de M qui va être donc, le plus grand écart qu'on peut prendre dans une cellule. Le
plus grand écart dans une cellule, ça va être cette diagonale-là. Et donc cette diagonale-là, comment elle va évoluer? Ça va être racine de 2 fois ce côté-là, il va évoluer en 1 sur racine de n. Parce qu'on va avoir racine de n carré dans la hauteur, et on va avoir donc, 1 sur racine de n de côté pour la petite. Donc on a un diamètre qui évolue en 1 racine de n. Donc si on reprend des fonctions Lipschitz pour se comparer à ce qu'il y avait donc, dans les bornes du transport optimal, on va avoir donc, notre fonction f de x moins f de y, quand x et y sont plus proches que ce diamètre, qui va évoluer comme le diamètre. Et donc on va avoir une borne en grand O de 1 sur racine de n pour donc, ce simplifié stratifié. Ça monte en plus haute dimension, où justement on va avoir, donc, au lieu d'avoir du racine de n pour le côté, on va avoir racine des m de n, mais ça tient aussi. Donc pour ceux qui se rappellent au tout début, on avait dit que stochastique, sur du Monte Carlo, ça convergeait en grand O de 1 sur racine de n. Là, on a grand O de 1 sur racine des m de n. C'est moins fort comme borne. Donc c'est difficile de voir ce que la méthode apporte, mais ça c'est donc basé sur des papiers que j'ai lus de 2003, qui sont les papiers introductifs de cette mesure. Et il y a eu un fort engouement dans la communauté depuis pour cette mesure. Et je ne sais pas pourquoi encore. Donc, qu'elle prouve pas grand. Enfin, c'est ça, j'ai l'impression qu'il n'y a pas moyen de montrer une borne qui est plus forte que 1 sur racine de n. Et donc je veux voir où est-ce que je me trompe. Et donc, c'est quand même pas bon signe pour toutes les méthodes qui se contentent de suréchantillonner. Oui. Enfin, toutes les méthodes adaptatives, typiquement, tu dis bon, là j'ai trouvé une strate avec un simple qui est pourri pour X raisons, on va rajouter, on lui prend un échantillon, on rajoute n dedans. Tu es en train de dire que ça sert pas à grand chose. Quoi. Ouais, enfin, après, je pense qu'il y a plus à voir dans ce théorème. Il y a un grand taux devant aussi. Oui, c'est ça. Il y a le grand taux toujours, mais je pense qu'aussi il y a moyen de dériver des bornes plus fortes à un moment. Pour l'instant, je ne le vois pas. Donc, ouais. Donc dans cette méthode, les avantages, c'est que le critère est élégant, parce que c'est très, très versatile, c'est une belle propriété, et qu'il y a une grande souplesse d'application, c'est-à-dire pour n'importe quel point set, pour n'importe quelle fonction, on peut les prendre et essayer de faire donc, une partition de notre espace, une partition M qui fait qu'on a la MU uniformité, et à partir de ça, on peut dériver le théorème. Le problème, le désavantage, c'est que pour chaque point set, pour chaque fonction, on peut prendre le théorème et on peut essayer de le dériver, donc il faut le faire pour chaque point set. Et en plus, un désavantage, c'est que la borne, au premier abord, semble très faible. Mais à faire, donc il y a de la bonne bibliographie qui a été faite plus récemment donc, sur cette méthode, donc par Keller en 2006 et 2013. Donc, je crois que 2013, c'est un State of the Art report où il y a 90 pages juste dédiées à la MU uniformité, qui dans le but de dire tout ce qu'on peut prouver dessus et pourquoi c'est intéressant. Voilà. Donc un petit mot pour la fin. Donc j'ai écrit en dur parce que c'est important, mais en gros, c'est dans le rendu, il arrive très fréquemment qu'on fasse des manipulations sur nos point sets. Et il ne faut jamais oublier quand on fait ces manipulations que les point sets, ils ont été construits dans le but d'optimiser une mesure d'uniformité ou d'optimiser une propriété qui donne des bornes sur l'intégration. Et que la raison pour laquelle ça intègre bien, c'est parce qu'on a justement cette propriété et qu'il faut essayer de ne pas la casser quand on va faire des manipulations, par exemple l'extraction d'un sous-ensemble de points. Donc ici, ce que je vais vous présenter, c'est une méthode qu'on avait vue avec Jean-Claude il n'y a pas très longtemps sur comment faire un sélecteur pour choisir des sources. Donc on va avoir 4 lampes et on va sélectionner une lampe en disant si on est dans le premier quart de la valeur de hauteur, on choisit la première lampe, si on est dans le deuxième quart, deuxième lampe, et ainsi de suite. Et une fois qu'on a choisi une lampe, on va prendre les échantillons qui correspondent à cette lampe, on va les réétirer sur l'espace complet, et on va les utiliser. Techniquement, quand on regarde juste une distribution, on a une distribution uniforme ici. Si on étire une distribution uniforme, on est toujours uniforme. Dans les propriétés de base, théoriquement, rien ne pourrait mal se passer. En pratique, donc sur ce point set qui a l'air plutôt correct quand même, qui ressemble un peu à un truc qui minimise le transport optimal, donc on va colorer pour chaque point pour la lampe qui va lui être attribuée. Et après on va regarder, donc pour les points rouges, une fois qu'on les a étirés, comment ça se passe. Ils sont tous en rouge. Pour les points bleus, comment ça se passe, vert et orange. Donc on voit que sur cette méthode-là, qui théoriquement avait rien de méchant, si on faisait de l'étirage de l'étirement
de distribution uniforme, ça reste uniforme. On casse complètement les propriétés de nos point set. Alors que si on reprend cette distribution, on aurait pu faire une sélection qui ressemble plus à ça avec par exemple des algorithmes multiclasses donc de sampling qui nous auraient permis de trouver donc, ici à chaque fois une bonne distribution qui échantillonne bien notre espace dans les sous-sélections. Donc c'est tout pour moi, c'est le message de tenir. Est-ce que ça c'est pas juste le fait qu'il n'y a pas assez d'échantillons? Tu peux pas dire à partir du moment où tu n'as pas genre au moins je sais pas n échantillons dans le sous-espace que tu prends, est-ce que tu te dis bah, c'est pas la peine Tu peux en mettre autant de points rouges que tu veux par bande, tu n'auras pas de problème. Non, le message de Loïs, c'est que si on obtient le point set avec un certain but, il ne faut pas utiliser pour un autre but. Oui, Oui. En fait, et peu importe, ici c'est une illustration. là, mais tu là peux cette, trouver... cette illustration, en effet, si tu as raison, si tu sais que verticalement tu vas être bien rempli, c'est quand même ça, mais dans tous les cas, tu vas étirer plus tes points verticalement. Et ça, c'est quelque chose en gros qui est à voir quand toutes les bornes, on te dit, tu as la variation de ta fonction qui rentre en compte. À chaque fois, c'est variation fois discrépance, variation fois machin. Et en fait, étirer tes point sets, c'est comme prendre ta fonction et la tasser là-dessus. Et donc en fait, quand tu vas tasser ta fonction, tu vas multiplier par autant que tu tasses sa variation. Donc dans tous les cas, tu vas casser ton intégration. Et voilà. Et après, ça se voit aussi, donc ça c'est un cas simple, mais il y a beaucoup de cas où quand on fait du préférentiel, de l'important sampling, on va venir refaire des mappings qui ne seront pas continus sur nos point sets. Genre on va dire par exemple, j'ai une fonction, je veux échantillonner selon cette fonction. Ce que je vais faire, c'est que je vais calculer la CDF de chaque colonne de la fonction. Puis après, je vais calculer la CDF de cette répartition de CDF. Et en inversant ça, tu peux venir faire de l'échantillonnage. C'est un échantillonnage uniforme. Et juste, tu vas dire, tu prends, genre si ici, tu sais que tu as une gaussienne au centre, tu vas projeter ta gaussienne, tu vas avoir donc des gaussiennes ici, et tu vas venir te placer uniformément sur ta gaussienne 1D. Puis après, le long de cette gaussienne 1D, tu vas avoir une distribution dans la colonne, et tu vas venir te replacer là-dessus. Ça, par conception, c'est fortement discontinu. Et donc en fait, ça fait que d'une colonne à l'autre, tu casses cette continuité. Donc par exemple, quand tu as du transport optimal comme ça, tu pourrais dire, cette colonne, je vais venir la décaler parce que j'ai un tas qui a beaucoup de poids, par exemple ici, et je vais échantillonner plus fortement ça. Donc quand je vais faire ça, ça va décaler cette colonne vers le haut. Et tu peux design un tas parfait pour que ces points, ils tombent parfaitement à côté de ces deux. Parce que justement, tu as ton tas qui est juste dans une seule des colonnes. Et en gros, tous ces mappings qui vont venir faire de l'importance mapping, qui vont être discontinus, ils vont maintenir aucune propriété de point set. Que ce soit la différence, que ce soit le transport optimal. Et donc, c'est le message, c'est qu'il faut essayer de... Il y a quelques méthodes qui commencent à le faire, mais pas beaucoup, de trouver... Si les gens font ce type de modification, ils vérifient quand même, ils ne le font pas juste comme ça, ils vérifient quand même que ça leur donne les meilleures heures. Absolument pas. Absolument pas. Ça, Oui, mais c'est ça. La réalité, il y a plein de méthodes qui utilisent le mapping, celui que Loïs vient de décrire, qui sont acceptés par la communauté et qui brisent les propriétés. Si tu fais pas ça, c'est pire. En gros, quand tu vas te tester sur du white noise, ton white noise, ça va rester un white noise, donc c'est bien. Il n'y a aucune propriété de base, et donc tu vas te dire, c'est vachement bien parce que je fais l'adaptatif, c'est fort. Et en fait, tu as du gain par l'adaptatif, mais si tu faisais un adaptatif qui ne cassait pas les propriétés, tu aurais un adaptatif qui serait encore meilleur. C'est ça la supposition. Ouais. Il y avait même un papier de Yarosh qui était premier auteur quand il était encore étudiant chez Jensen est co-auteur, et il montre que si tu prends un bruit bleu, ils font un mapping comme tu le décris, et il obtient à la fin, il donne une illustration, et tu as l'impression que c'est bruit bleu. Mais bon, c'est un peu, c'est sans doute une illustration qui a été ajustée pour donner cette impression. Mais en réalité, tu brises tout. À SIGGRAPH, il y a eu un cours sur l'échantillonnage cette année. Et il y a eu un 5e cours qui a été dédié justement à étudier l'impact des remappings sur les point sets, et qui explique de façon plutôt longue comment tu peux tout casser. Ils prennent les mappings les plus utilisés, parce que tu n'as pas que la méthode comme ça, tu as les méthodes par boîte régulière.
Au départ, les gens ils ont fait parce que c'était pratique, sans vraiment regarder si. C'est. Il y a des slides en ligne de ce cours. Oui. Enfin, je sais pas, Victor, mais Victor les a en tout cas parce qu'il était dedans. Donc, Oui, les slides sont en ligne. Ok, c'est non, mais si tu les as, je te Oui, mais je vais te donner le pointeur. D'autres questions? Ça n'a pas marché le petit canard. Sur micro. Loïs, j'ai une question. C'est après le quand tu fais des multiples. Je trouvais une présentation très, très pertinente et riche de réflexion. Maintenant que tu vois le gros tableau qui dit que nous, on cherche à la fois les propriétés théoriques solides, mais aussi les applications pratiques où ça s'applique et ça se manifeste, où tu peux traduire ça à un temps de calcul diminué, à qualité pour le budget accru, etc. N'est-ce pas? Donc tu as deux côtés. Et on voit qu'il y a ces deux côtés théoriques et pratiques dans chaque approche que tu as énumérée. Maintenant, tu es au début de ta thèse, et si tu devais investir dans une voie quelconque, fort de cette étude et de cette réflexion, où tu investirais toi aujourd'hui? Sous-titres. c'est lequel de mes encadrants de thèse j'ai choisi. Non, mais Alors, je juste. préfère David. Ah, comment? Je dis parce qu'il est pas là, je préfère David. Non, mais dis qu'est-ce qui te paraît le plus porteur? Quelle approche plus porteuse selon toi? Moi, il y a quelque chose qui m'intéresse pas mal dans cette discussion-là finale, Ouais. cette resélection, c'est que je trouve que ce problème-là, c'est une projection donc, dans l'espace des samples du problème de screen space blue noise que vous étudiez en ce moment, dont j'ai pas parlé là. Mais en gros, moi j'aime beaucoup le côté justement, à la base, ce que j'aimais c'était le rendu, et c'est quand j'ai fait du rendu que j'ai vu l'échantillonnage. Et ce côté interface entre faire des bons échantillons et faire des méthodes de rendu qui vivent avec des bons échantillons et qui les maintiennent, c'est vraiment quelque chose de cool. Mais sinon, à côté, moi pour l'instant je suis plus sur le côté théorique et j'avais vraiment envie de regarder justement cette histoire de MU uniformité. Et j'ai l'impression que ça a de quoi avoir un bon potentiel. Côté transport optimal, il y a aussi plein de questions. Justification du transport optimal en fait. Parce que pareil, le transport optimal, on peut casser en cellules et ces cellules, est-ce que si la borne du transport optimal nous déçoit, est-ce qu'avec la borne de MU uniformité, on pourrait pas. MU, ça donne 1 sur racine de n puissance d max. C'est ça pour l'instant, ouais. C'est quelqu'un. Oui, mais en fait, il y a Keller qui est quand même plutôt bon normalement, qui a dédié quelques années de sa vie à étudier ça. Et donc je me dis que. C'est la même chose que toi. Il y a quelque chose à faire avec ce truc. Non, mais c'est ça. Et donc, du coup, c'est toujours resté à 1 sur racine de n puissance d. Je sais pas, mais justement, en fait, comme je l'ai dit, son papier de 2013 et 2006, je les ai pas encore lus parce que je les ai trouvés hier. Et donc, justement, je vais regarder parce que là, tout ce que j'ai présenté, ça date de 2003. Et donc, depuis, peut-être que les gens ont trouvé des théorèmes plus forts, ont réussi à faire avancer la chose. Parce que si on en reparle en 2006 puis qu'on en reparle en 2013, c'est que. À un moment, il y a eu du nouveau, sinon si on avait juste dit c'est une borne moins bonne que les autres, on aurait arrêté d'en parler. Ouais, c'est quelqu'un qui veut juste rentabiliser son. C'est ça, rentabiliser son investissement. Et produire un résultat. Il est possible aussi que Keller fasse du forcing. Ok, ben merci beaucoup pour tout le monde. Il n'est pas connu pour faire ça.